En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravie d'échanger, de partager ce moment autour des soft skills. Alors, les soft skills, on en entend beaucoup parler, effectivement, depuis quelques années. C'est un terme qui nous est venu des États-Unis. Quand on parle des soft skills, on parle de compétences douces. Compétences douces par opposition aux compétences dures, les hard skills. Les hard skills, ce sont nos compétences techniques, ce sont nos diplômes qui ont été, et puis nos compétences techniques validées par un parcours professionnel également. Elles sont très importantes. Ce sont des conditions sine qua non quand on veut obtenir un poste. Je pense par exemple à un poste, si c'est un poste de technicienne de paye, forcément, ce poste-là, pour l'obtenir, eh bien, je vais devoir avoir des compétences techniques. Ces compétences techniques, à compétences techniques égales, quand on est en recrutement, eh bien, on va également porter beaucoup d'attention aux soft skills. Soft skills, on entend par soft skills les comportements, donc les compétences comportementales. Vous savez, on parlait beaucoup de savoir-être. Voilà, on est dans le savoir-être avec les soft skills. C'est la façon dont on va s'acquitter de la mission, comment on va effectuer le travail. Et c'est ce qui peut donc vraiment nous différencier par rapport à d'autres candidats, parce qu'on peut avoir des compétences particulières, des compétences humaines, par exemple l'empathie, des aptitudes ou des capacités cognitives, comme une certaine flexibilité mentale. J'aimerais faire référence et faire un petit lien là, avec l'actualité. On a suivi le parcours de Thomas Pesquet avec sa mission, mission exaltante de rejoindre la station spatiale ISS. Il y avait pour cette mission, et même la précédente, de nombreux candidats, de nombreux astronautes, avec des compétences techniques, des hard skills très fortes. Toutefois, qu'est-ce qui a fait la différence dans la sélection de certains candidats? Eh bien, par rapport à Thomas Pesquet, on a beaucoup parlé, par exemple, de sa façon de communiquer. C'est un communicant, Thomas Pesquet. En plus, c'est un communicant, on va dire, avec les derniers outils technologiques, mais également l'esprit d'équipe et puis la gestion du stress. Et là, on est complètement dans ces soft skills, ces aptitudes intrinsèques d'une personne. Avez-vous également entendu parler des mad skills? Alors, un petit problème, voilà, les mad skills. Mad skills, c'est un concept, c'est un terme qui vient aussi des États-Unis, qui nous vient de la Silicon Valley en particulier. Donc là, on est plutôt, alors compétences folles, c'est dans le sens qu'on est dans des compétences un peu décalées. La recherche de candidats qui ont une certaine originalité, une certaine singularité, qu'ils ont peut-être développées dans des missions spécifiques, peut-être des missions humanitaires, ou alors sur des passions sportives. Et on peut donc le mettre en lien aussi avec ces soft skills. Ce que je vais partager avec vous, c'est une étude. Alors, des études, il y en a eu de nombreuses. Cette étude, elle a été menée par l'IFOP pour l'entreprise Lavazza sur un panel de 1000 et quelques cadres. Et donc, 84% reconnaissent que lors d'un entretien d'embauche, on ne va pas s'intéresser qu'au parcours professionnel, qu'aux compétences techniques. Vraiment, les soft skills ont leur importance. Alors, on va voir, et c'est l'objet de cet échange, c'est difficile de les détecter. Si on s'intéresse déjà au moment de l'embauche d'une personne à ses soft skills, dans son parcours au sein de notre entreprise, c'est important aussi de les évaluer, peut-être lors de l'entretien annuel, lors de l'entretien professionnel qui est obligatoire et qui a lieu tous les 2 ans. Donc, 92% de cadres reconnaissent que c'est important de les valoriser lors de ces entretiens. Et donc, si forcément on en tient compte pour l'entretien d'embauche, lors du parcours de cette personne dans notre entreprise, les managers ont besoin d'être formés. Et de plus en plus, on met dans le plan de formation des services RH des sujets concernant les soft skills. Et de cette manière-là, eh bien, l'entreprise développe réellement, développe l'humain et développe les principaux atouts de son organisation. C'est un moyen peut-être de se différencier par rapport à sa concurrence. Et on se rend bien compte également que ces soft skills
concourt au bien-être des salariés. Alors, quelle part vous accorderiez aux soft skills, les hard skills, les soft skills? Moitié-moitié? 50%? Regardez la proposition qui est faite par des études. On précise là que c'est plutôt un tiers consacré aux compétences techniques, mais deux tiers consacrés aux soft skills. Donc, elles ont réellement leur importance au sein de l'entreprise, au sein de la société. En fait, l'étude que je vous présentais proposait les top 10 des soft skills. Qu'est-ce que vous feriez apparaître en premier dans le top 10? Alors, on a parlé pour Thomas Pesquet de son esprit d'équipe. On a parlé du fait qu'il était un communicant par rapport à la mission, c'est important dans une petite équipe. Eh bien, regardez, sur le podium, cette étude de Lavazza, présentée donc par l'IFOP, met en avant 3 aptitudes. L'adaptabilité, je parlerai de flexibilité. On se rend compte que depuis une année qu'on vit une crise vraiment particulière, les entreprises ont dû s'adapter très rapidement, passer très rapidement au télétravail. On a demandé beaucoup d'autonomie à nos salariés. Et puis, ça a bien sûr demandé un grand sens de l'organisation. Donc, pas étonnant que ces 3 aptitudes apparaissent sur le podium. Que dire de compétences ou d'aptitudes en relation avec les équipes, telles que la courtoisie, l'honnêteté? Elles sont capitales pour favoriser les échanges. L'honnêteté, on pourrait dire que c'est manifester de l'objectivité par rapport à soi. Et déjà, il faut commencer toujours par rapport à soi et par rapport à ses équipes. Pareil, comment mesurer ce genre d'aptitude? Et puis, bon, les autres aptitudes que je vous présente là, l'esprit d'équipe, on en a parlé, la capacité d'écoute est primordiale, surtout lorsqu'on est un manager. Il faut avoir ce sens de l'écoute, de compréhension par rapport à l'équipe et par rapport aux différences de chacun. Et face à des crises telles qu'on la rencontre actuellement, l'attitude positive. L'attitude positive va favoriser vraiment cette créativité pour résoudre les problèmes. Et ça permettra à l'entreprise de se placer, du coup, sur des projets innovants. Donc, si on fait le bilan de cette petite introduction, on se rend bien compte que le facteur humain est essentiel dans les organisations et le facteur humain se reflète par rapport à ces soft skills. Donc, au-delà des compétences métiers, on va réellement s'intéresser à ces aptitudes intrinsèques que nous avons. Alors, pour ça, je vais vous proposer qu'on fasse un petit voyage au centre du talent. Quand on arrive au monde, à notre naissance, eh bien, nous avons 100 milliards de neurones. Donc, c'est quelque chose de fabuleux. Le cerveau, un cerveau bien constitué, est composé de 100 milliards de neurones. Je crois que les neurosciences revoient un peu ce chiffre à la hausse. Donc, ça donne un potentiel d'apprentissage énorme. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance et on dit que c'est très important de veiller à l'apprentissage de nos enfants les 3 premières années, 4 premières années de leur vie. Les connexions sont vraiment ouvertes pour l'apprentissage. Remarquez, il est parlé de 15 000 connexions synaptiques pour chaque neurone. Donc, c'est vraiment un potentiel énorme. Ça commence même déjà cette construction de soi dans le ventre de notre mère quand, à ce moment-là, le cerveau est déjà formé. Donc, 7e mois à peu près de grossesse, 6e, 7e mois. Et déjà, eh bien, on perçoit des choses, les connexions commencent à fonctionner. Et donc, cette construction de soi est vraiment personnelle parce qu'on a notre propre environnement, l'éducation, etc. Ce qui est surprenant, et d'un autre côté, pareil, les neurosciences reconnaissent qu'un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui sait oublier. Et c'est très important dans l'apprentissage. Et c'est ce qui va se passer par rapport à ces 100 milliards de neurones et ces 15 000 connexions synaptiques que nous avons, ce capital que nous avons au départ. Eh bien, progressivement, il va y avoir une sélection qui va être faite. Ce qui fait que quand on arrive à l'adolescence, on a perdu la moitié de ces connexions. Comment s'est fait cette sélection? Elle est aléatoire? Regardez, je vous propose un petit schéma simple qui représente donc ce fameux entonnoir
Donc, tout en haut, on a ces 100 milliards de neurones quand on est enfant. On commence notre développement, on apprend une langue, on apprend à marcher, on perçoit beaucoup de choses de notre environnement. Ces choses, on les apprécie ou on peut aussi les déprécier. Et c'est comme ça que cette construction se fait. Par rapport à tout cet environnement, on va construire notre système de valeurs, quelque chose de profond en nous, qui va être à l'origine après de nos convictions, de nos croyances, de nos grands principes de vie. On est sur une part invisible dans cette construction de notre système de valeurs. Et comment défendre ce qui n'est pas visible? Eh bien, on va le faire par l'adoption de préférences comportementales. C'est là où je vous présente la première clé. On va parler de 3 clés ensemble. La première clé, ça va être ce comportement qu'on va manifester. Alors, la représentation qui en est faite là par 4 couleurs, on est sur la représentation du disque. Donc, je sais que dans l'assistance, il y a de nombreux DRH. Peut-être certains ont réalisé leur propre profil disque. On est donc sur l'école de psychologie de Jung, de Marston, et on va voir qu'on est dans l'ordre du visible. Cette première clé, donc ce comportement préféré qu'on adopte, quand on est à l'adolescence, on a déjà donc construit notre propre système de valeurs et ce comportement préféré qui va nous suivre après toute notre vie. Ce comportement préféré, c'est en fait le nectar de notre manière d'agir au quotidien. Et on va le voir, c'est quelque chose donc de visible, ça se manifeste par notre communication. Il y a également une deuxième clé que je vais vous inviter à découvrir, c'est notre système de valeurs. Et puis la troisième clé, on va parler de nos appétences mentales. Donc tout de suite, on répond à cette question dans les préférences comportementales. Comment je préfère le faire? Comment je préfère agir au quotidien? Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces 4 couleurs, on les a toutes présentes en nous. Simplement, on les a sur des dimensions différentes. On a donc en fait de nombreuses combinaisons possibles. Si je suis dans le rouge, la dominance, c'est la préférence pour la résolution de problèmes et l'orientation résultat. Mon rythme sera assez soutenu et mon besoin, ça va être de relever des défis. Comment donc je réagis par rapport aux problèmes, par rapport aux défis? Si par contre, j'ai une tendance assez élevée dans l'influence, c'est le monde des émotions, c'est le plaisir partagé. À ce moment-là, quand je vais manifester, je vais avoir le besoin d'être en interaction avec les autres. Ce sont peut-être des personnes qui ont beaucoup souffert du télétravail. Si par contre j'ai une dominante pour la stabilité, on peut voir, je rappelle, on est sur des dominantes complètement différentes, mais la stabilité peut être présente en moi et la stabilité, c'est la manière dont je perçois cet environnement, comment j'aime le maîtriser cet environnement. Donc c'est l'univers de l'harmonie stabilisée et mon besoin, c'est la régularité. Et si je suis conforme, c'est-à-dire axé sur mon système qualité, axé sur les règles, les standards, les protocoles, eh bien là, mon besoin, ça va être de me conformer aux règles. Donc, par rapport à cette préférence comportementale, pour un petit rappel, on est sur la partie visible, elle va se détecter, on va la voir dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'agir. C'est un petit peu comme si on avait un iceberg, on est vraiment sur la partie émergée de mon comportement. Cette partie émergée, nous la représentons dans un système d'évaluation qui s'appelle le DISC Index. Nous la représentons sous forme d'histogramme qui va permettre de révéler en fait quel est mon comportement naturel en couleur et quel est mon comportement adapté en gris. Comportement naturel, c'est quand je suis le plus à l'aise et également lorsque je suis stressée, c'est mon comportement naturel qui va se manifester. Et mon comportement adapté, c'est plutôt quand je vais le conscientiser pour m'adapter à une situation. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Notre objectif quand on fait ce genre d'analyse, c'est de faire baisser notre niveau de jugement. Et c'est intéressant de voir où mon équipe se situe dans ses préférences comportementales, quelles sont les synergies possibles. Et là, on va pouvoir interroger Éric Jabret. Donc, je vais redonner la main à Virginie.
pour interroger donc Eric, qui est un dirigeant d'entreprise. Et en fait, je voudrais citer juste les propos d'Henry Ford qui a montré que se réunir, c'est un début, travailler ensemble, c'est un progrès. Enfin, rester ensemble, c'est un progrès, excusez-moi, mais travailler ensemble, le lapsus est révélateur, travailler ensemble, c'est la réussite. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais vous proposer donc d'interviewer Éric Jabret. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette première partie de présentation. Je vais accueillir effectivement dans quelques instants Éric Jabret. Alors, j'en profite pour vous donner deux informations importantes, notamment concernant le chat. A priori, vos questions ne peuvent pas être adressées à tout le monde. Donc, pour que je puisse être votre porte-parole, comme je vous l'ai proposé en introduction, je vous invite, lorsque vous avez des questions, à les poser à mon attention. C'est-à-dire, vous m'avez vu indiquer Virginie P. Clermont-Ferrand, animatrice, de manière à ce que je vois bien vos questions. Sachez que si vous les posez à Evelyne ou aux autres personnes qui sont indiquées dans le chat, je ne les verrai pas et par conséquent, je ne pourrai pas les poser. Voilà, c'est juste une petite particularité. Éric, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie d'avoir répondu présent pour que vous partagiez avec nous votre expérience. Vous êtes cofondateur et directeur de Rexia et nouvellement directeur de D4Care, qui sont des sociétés de consulting. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser votre activité et les raisons pour lesquelles vous avez souhaité mettre en place le process Inermetrix en 2017? Tout à fait. Donc, effectivement, je suis le dirigeant de deux entreprises de consultants et nos métiers nous amènent à intervenir dans les entreprises alors, pour notre part industrielle et donc nous amènent en fait à avoir des personnes qui vont développer et mettre en œuvre leurs compétences pour nos clients sur un mode relativement rapide. Leur intégration dans l'entreprise est absolument et doit être absolument très rapide de façon à permettre une intégration la plus efficace possible et à nos clients d'avoir des gens opérationnels le plus rapidement possible. Donc pour ça nous amène à recruter des personnes très fréquemment. On fait énormément de recrutement et on rencontre énormément de candidats dans ces conditions-là pour répondre aux besoins de nos clients, soit ceux que l'on en prévision, soit pour répondre sur des mandats pour lesquels on est sollicité. Dans la mise à disposition de ces personnes, bien entendu, les compétences techniques, le savoir-faire technique de nos consultants sont absolument essentiels, puisqu'ils vont pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Mais on s'est aperçu très rapidement que ces compétences techniques ne suffisent pas, en fait. Si elles sont indispensables, elles ne sont pas suffisantes pour permettre, en fait, une bonne réalisation du mandat qui leur sont confiés. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé la question, en fait, de savoir comment est-ce qu'on pouvait intégrer d'autres aspects que les compétences techniques. Et donc, on a commencé à réfléchir sur les soft skills. Et on est aujourd'hui convaincu que ces compétences sont absolument essentielles et participent pleinement à la réussite des projets de nos consultants, mais aussi, de façon plus large, à la réussite des métiers qui sont également en interne de nos commerciaux ou de nos équipes RH. En 2017, donc, j'ai décidé en fait d'intégrer l'évaluation de ces soft skills au sein de Rexia et mon choix s'est porté sur la solution digitale Inermetrix. Alors, l'intégration d'Inermetrix s'est fait progressivement et selon différents usages. Vous vous êtes vous-même d'ailleurs formé. À quels objectifs et profils répond ce process, cet outil? Alors, l'objectif principal pour moi, c'était la gestion des compétences au sein de l'entreprise. Donc, sur deux axes. Le premier, faire face aux difficultés de recrutement, puisqu'on a des échecs lorsque les compétences hard skills sont présentes, mais quand ces échecs de recrutement nous arrivent, force est de constater que c'est rarement sur les compétences techniques qu'on avait évaluées, mais plutôt sur la personnalité ou les soft skills des personnes recrutées. On a également la pénurie de certains profils de façon très importante, et donc il nous faut trouver des personnes capables de répondre à nos besoins en allant chercher davantage de capacités potentielles d'adaptation de ces personnes, et puis également la capacité à s'adapter à des environnements d'entreprise variés. Et puis également, il y a un deuxième axe qui était d'accompagner nos salariés dans le développement de leurs compétences. Et dans ce cas-là, le fait, c'était de mieux se connaître pour acquérir de nouvelles compétences et développer en particulier ces fameuses soft skills. Nous cherchons également à favoriser, c'est assez surprenant, nous cherchons également à favoriser le travail en équipe. Et le travail en équipe veut dire comprendre le fonctionnement de chacun
Et donc, c'est un point très important. De ce point de vue-là, chez Rexia, on est une PME, donc on avait choisi d'intégrer la solution Inermetrix progressivement. Donc, tout d'abord, pour être très honnête, on l'a testé au niveau des membres du CODIR et des associés de Rexia pour savoir ce qu'elle nous apportait, ce qu'elle nous permettait de comprendre sur le fonctionnement et de nous permettre d'apprécier en fait tout le potentiel de cette solution. Puis ensuite, on a intégré en fait systématiquement la solution Inermetrix auprès des équipes existantes, les équipes RH et commerciales en place, pour leur donner une vision plus globale de la gestion des compétences et leur permettre en fait de mieux apprécier les candidats qu'ils pourraient rencontrer ou les clients même qu'ils peuvent rencontrer dans leur relation et mieux se connaître. La plupart du temps, il faut pas oublier, nos équipes portent un regard, quoi qu'il arrive, conscient ou inconscient, sur les soft skills. Donc, ce qui était important, c'est que ces soft skills soient mieux maîtrisés. Et puis ensuite, la solution Inermetrix est devenue systématique dans le cadre des recrutements de ces commerciaux, de ces RH. Et puis, nous avons également utilisé la solution Inermetrix dans le cadre de la promotion interne du personnel, prenant par exemple des fonctions de manager. À partir du moment où quelqu'un devenait manager chez Rexia, il réalisait un test Inermetrix pour pouvoir mieux se comprendre, mieux connaître et l'aider en fait à mieux manager les consultants qu'il allait devoir gérer. Et puis enfin, c'était le dernier axe, nous avons commencé en fait à utiliser cette solution pour des consultants qui étaient en questionnement sur quelles compétences je dois acquérir, qu'est-ce que je dois développer, où est-ce que je veux aller. Et ça nous permettait en fait de pouvoir les accompagner dans le développement de leurs compétences et de mieux gérer cette partie-là. Nous avons également utilisé Inermetrix pour la gestion en fait entre les associés. On est plusieurs associés, les réunions sont parfois tendues, on est sur des points de vue différents. Comme l'expliquait Evelyne, on a des personnalités qui s'expriment différemment dans nos comportements visibles et ça pouvait mettre de la tension, du jugement un peu fort entre les individus. Et l'intérêt de l'outil et de cette vision d'équipe, c'est que ça nous a permis justement de mieux se comprendre les uns des autres, de mieux comprendre nos besoins de fonctionnement et les fonctionnements des autres, d'abaisser notre jugement et d'avoir des réunions qui étaient plus efficaces que personnellement. Et enfin, dernière utilisation d'Inermetrix, à titre personnel, j'ai fait passer ce test à ma plus grande fille, jeune étudiante, pour qu'elle ait une première vision de sa personnalité avant de démarrer dans ses études et sa vie professionnelle. Moi-même, je me suis formé, certifié au concept digital Inermetrix. La raison est toute simple, c'est que ça me permet de réaliser les briefings auprès des personnes que je rencontre, que ce soit dans le cadre du recrutement ou dans le cadre de l'accompagnement des personnes en interne. Et aujourd'hui, Rexia continue, comme vous l'avez compris, je consacre maintenant à 100% au développement d'E4Care, mais Rexia continue à utiliser Inermetrix dans ses recrutements ou dans l'évaluation de ses consultants. Alors, on voit effectivement, Éric Jabret, les multiples utilisations que vous en faites. Et je dirais même que vous allez encore au-delà, puisque vous avez adjoint en fait à cette première utilisation la plateforme Skillboard, qui répond à d'autres besoins justement en matière de gestion de compétences. Est-ce que vous pouvez assez rapidement et brièvement nous préciser? Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la gestion des compétences est un élément majeur. Et donc, j'ai recherché effectivement un moyen de mieux réaliser cette gestion des compétences et de pouvoir y intégrer la particularité de la gestion des soft skills. L'avantage de la plateforme Skillboard, c'est qu'elle me permet aussi bien de mieux gérer ses compétences, que vous présentera plus tard Christian, mais également d'intégrer automatiquement les résultats du test Inermetrix et d'avoir beaucoup une appréciation objective des soft skills à travers le test Inermetrix et de pouvoir intégrer ces compétences dans le profil des personnes. Aujourd'hui, je pense que c'est absolument essentiel de basculer sur un recrutement plus axé sur les compétences et d'accompagner nos salariés davantage sur le développement des compétences. Et les soft skills sont absolument indispensables. C'est ce qui permettra à des individus de mieux se développer, de mieux fonctionner. Merci Éric Jabret pour ce témoignage. Effectivement, c'est concis, mais vous avez abordé tous les points concernant Inermetrix. En juste un mot, et ce sera le mot de conclusion. Pour vous, Inermetrix, c'est pour moi l'outil le plus complet sur cette appréciation des soft skills en fait.
aussi bien la partie fonctionnement, comment dire, la partie évaluation des modes de fonctionnement que la partie attribute, justement attribute mode de fonctionnement, que la partie évaluation des compétences. Il y en a quand même 78 qui sont évaluées. C'est très, très intéressant et très complet. Voilà. Merci beaucoup, Éric Jabré, pour votre intervention. Nous allons redonner la main maintenant à Evelyne afin qu'elle poursuive sa présentation. Donc, je vous rappelle, et n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Donc, bien indiquer, me mettre destinataire de ces questions, donc Virginie Perrault, de façon à ce que je puisse les reprendre à la fin de la séance, puisque vous aussi, vous aurez ce temps d'échange. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction parce que j'attendais que tous les participants soient là. Effectivement, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Evelyne aura même une surprise en fin de séance pour vous. Voilà, donc on continue, Evelyne, de vous écouter attentivement. Merci beaucoup, merci Éric pour cet échange, c'était très intéressant. Je vous propose effectivement de poursuivre. On avait parlé de la première clé qui était de l'ordre du visible et qui répondait à la question du comment au quotidien on aime interagir et agir également sur nos tâches quotidiennes. Donc, on avait vu que c'était très important de l'identifier pour une équipe, pour faire baisser notre niveau de jugement et mieux se comprendre. Parce que forcément, dans nos préférences comportementales, on a un axe fort, mais on a également nos propres limites. Et la difficulté pour un manager, quelquefois, c'est de vouloir aller bouger les limites. On veut changer la personne en face de nous, mais non, les limites sont figées, on ne peut pas les changer. On peut s'adapter, et on a vu avec notre comportement adapté à une situation, mais on sait que sous crise, c'est notre comportement naturel qui revient. Donc, c'est intéressant déjà de connaître son propre fonctionnement pour mieux comprendre le fonctionnement des autres. Et la deuxième clé va répondre à la question du pourquoi on le fait. Et si on reprend l'image de notre iceberg, on était donc dans le comment sur la partie émergée de l'iceberg. Mais là, on va aller beaucoup plus profondément. On a vu que cette construction de soi, elle remonte dès l'enfance et qu'à ce moment-là, petit à petit, notre système de valeurs commence à montrer sa prédominance, qu'est-ce qui est important pour nous. Et donc, cette clé est vraiment capitale. Simplement, quand on a quelqu'un en face de nous, lors d'un entretien, le système de valeurs, ce n'est pas quelque chose qu'on révèle. Par contre, ce système de valeurs, il est en lien avec la mission. Et si on est embauché pour des hard skills ou vraiment des compétences techniques bien précises, on peut très bien quitter une organisation parce qu'on est en rupture de valeurs. Combien de fois j'ai débriefé des personnes et qui, tout de suite derrière, dans l'analyse de leur système de valeurs, ont compris pourquoi elles avaient dû quitter une organisation. Comme c'est lié à la mission, si notre système de valeurs n'est pas respecté, cela peut engendrer des frustrations. Et par contre, pour un manager, de comprendre et de connaître le système de valeurs de ses collaborateurs, c'est pour lui un bon levier de motivation. Donc, ce système de valeurs, on se base là sur l'école de psychologie de Springer, que vous connaissez peut-être. Ces 7 valeurs qui sont présentes à l'écran sont celles qui sont reconnues mondialement par tous les psychologues. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chaque valeur. Donc, chaque valeur a sa spécificité. Forcément, comme un petit peu sur le comportement, on va avoir certaines valeurs qui seront dominantes chez nous. On peut en avoir 2, on peut en avoir 3, 4, on peut en avoir qui sont très basses, qui se mettent justement, on va dire, à l'avantage des valeurs qu'on préfère. Donc, c'est intéressant de les diagnostiquer, de les évaluer. Simplement, cette évaluation se fait que par des méthodes psychométriques et nous proposons donc, nous, le système de Values Index. Ces valeurs sont représentées ici, donc on peut les remplacer par des mots, l'esthétique, on peut remplacer par un mot tel que la beauté. Individualiste fait souvent peur. C'est pas le côté égoïste, le côté individualiste, quand il est très prononcé, c'est plutôt la singularité. Et c'est la capacité, également le moteur, enfin, c'est un moteur, notre système de valeurs, mais le moteur à aller défendre nos idées, avoir vraiment cette volonté, en fait, mettre notre griffe. Voilà, et puis l'économique, altruiste, politique, j'ai pas le temps de rentrer dans tout ce détail, mais au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là.
Les valeurs, quand, par exemple, on peut avoir 2 valeurs assez hautes, les valeurs, elles créent les vocations. Les valeurs, c'est elles qui vont nous guider dans les grands choix de notre vie, dans les grandes orientations qu'on va donner. Voilà pourquoi là, j'ai fait une représentation d'un étudiant par rapport à son orientation, aux questions qu'il va se poser. Eh bien, l'étudiant, comme a montré Eric tout à l'heure, il a proposé à sa fille de faire son évaluation. Eh bien oui, se connaître soi dans son comportement, mais se connaître dans son système de valeurs est très intéressant. Si je vous parle, alors moi je mène une expérience actuellement aussi auprès de jeunes étudiants en BTS qui doivent présenter leur parcours professionnel. Eh bien ensemble, on a travaillé sur les valeurs. Par exemple, si on met la valeur esthétique très haute, la valeur économique très haute, ben, un métier, j'aime le beau, mais j'ai un retour sur investissement que j'attends beaucoup, architecte par exemple. La valeur altruiste ou individualiste, altruiste, je m'intéresse à l'humain. Individualiste, j'aime bien apporter ma façon de faire et défendre même les idées des RH, par exemple. Voilà, et il y en a plusieurs comme ça. Et là, j'aimerais citer, puisqu'on a parlé de Thomas Pesquet tout à l'heure, reciter dans un interview ce qu'il avait dit. Le plus grand obstacle à la réussite est l'autocensure. Et c'est comme ça que je voudrais, du coup, qu'on interviewe Johan Varin sur ce thème-là, qui, lui, est responsable pédagogique, mais donc Virginie va vous en parler un peu plus, et citer les propos de Martin Luther King qui a dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Donc, je dois couper mon partage d'écran et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Evelyne. Effectivement, nous allons recevoir dans un instant Johan Varin pour un deuxième témoignage. Bonjour Johan. Bonjour Virginie. Alors Johan Varin, vous êtes conseiller pédagogique à Segmo, qui est une école de prépa médecine et vous êtes basé à Rouen. Cette année, vous avez 700 étudiants et vous avez mis en place ce dispositif de test psychométrique il y a maintenant 1 an. Vous êtes la seule école de prépa à proposer cela, du moins en tout cas dans votre région, et vous prévoyez également de le poursuivre l'année prochaine auprès de 400 nouveaux étudiants. Comment avez-vous eu l'idée de proposer ces tests psychométriques à vos étudiants et pourquoi avez-vous choisi cet outil ? C'est vrai que j'ai entendu parler de ces outils psychométriques qui permettaient d'évaluer un petit peu des compétences transverses, surtout quand on est avec des étudiants qui sortent de bac, qui n'ont pas forcément de hard skills. Et au vu de la réforme, on a vécu une réforme cette année sur les études de la santé. Et au vu de cette réforme, on a voulu, toute l'équipe, être un petit peu plus pointu sur notre accompagnement pédagogique auprès des étudiants, parce qu'on sait bien que les études de santé, c'est vraiment des études très sélectives, très poussées. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure, d'utiliser un outil psychométrique pour pouvoir, dans un premier temps, nous mieux connaître les étudiants, de pouvoir leur parler de la manière qu'ils vont mieux comprendre et qui va mieux les toucher, en fait, pour pouvoir mieux les accompagner, mieux les diriger. Également, ça permettait de les aider à préparer leur dossier de candidature, puisque dans cette nouvelle réforme, en fait, ils ont 2 rendez-vous très importants. Ils ont un rendez-vous au mois de décembre où ils doivent faire ce qu'on appelle une fiche projet métier, où là, ils doivent un petit peu dire qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les métiers de la santé. Mais si malheureusement, ils n'arrivent pas à aboutir à ces métiers de la santé, où est-ce qu'ils se projettent? Et c'est souvent cette question qui est un petit peu plus difficile, puisque souvent, bien, les métiers de la santé, c'est une vocation, c'est des gens qui pensent à ça depuis très longtemps, des étudiants qui pensent à ça depuis très longtemps, qui s'y préparent depuis longtemps. Et se projeter dans autre chose que les métiers de la santé, c'est souvent très compliqué. Et du coup, en fait, cet outil nous a permis vraiment de voir et d'aider les étudiants à leur dire, voilà, vous avez telle et telle qualité. Vous avez aussi des capacités à aller travailler dans tel et tel domaine. Et en fait, on leur a présenté ça. Alors, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu sceptiques au début, mais en fait, ça a bien marché. Et puis, à la fin de l'année, ils ont aussi, ils doivent faire une lettre de motivation, un CV. Alors, un CV, ça peut paraître un peu difficile quand on sort de bac. Mais surtout sur cette lettre de motivation pour arriver à se départager, parce que voilà, c'est tous des étudiants qui font les mêmes études au même endroit, ils sont sortis avec le même bac pratiquement, et en fait, comment se départager, comment montrer qu'on est vraiment motivé pour faire des métiers, pour aller dans les métiers de la santé et ce qu'on veut faire, et du coup, ça vraiment leur apporter un plus dans leur lettre de motivation. Et également, le troisième aspect,
Mais malheureusement, tout le monde n'arrive pas à devenir médecin, malgré leur bonne volonté, malgré le travail qu'ils peuvent fournir. Donc, on les aide également sur la réorientation. Si un étudiant a envie vraiment de changer et où il veut complètement passer à autre chose, bien, avec cet outil, on est capable de les aider, de les guider. Alors, c'est pas rien, quand on a 700 étudiants, ça représente un volume énorme. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous utilisez l'outil? Mais en fait, on leur fait faire donc le test mi-août, pardon. Ils le font chez eux, ça dure une petite demi-heure sur Internet. Et après, en début d'année, quand ils arrivent dans nos locaux, je dirais dans les premiers cours qu'ils ont, bien en fait, on leur fait un débriefing collectif d'une quarantaine d'étudiants à peu près, où on leur présente les grandes lignes. Ça leur permet en fait de connaître au moins le vocabulaire, de pouvoir interpréter un petit peu ce rapport qu'ils ont reçu. Et ensuite, derrière, bien, dans des entretiens individuels, systématiquement, on le ressort et systématiquement, on en reparle tout au long de l'année. Donc, ça veut dire que les 700 étudiants ont leur test et peuvent effectivement s'appuyer dessus. Donc, effectivement, j'imagine qu'il y en a pas qui ont été réticents peut-être au départ? Oh oui, certains ont été réticents, certains l'ont pas fait même au début. En fait, en début d'année, ils l'ont pas fait du tout. Et puis en fait, quand arrive cette fiche projet métier en décembre, quand arrive la lettre de motivation en juin, tout de suite, ils comprennent que les autres arrivent à mieux s'en sortir grâce à ça. Et du coup, en fait, ils demandent à le faire et ils le font un peu tardivement, mais ils le font et on prend le temps de leur expliquer et de les aider dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être une de vos grandes satisfactions par rapport à ce dispositif? Alors, c'est vrai qu'une de nos plus grandes satisfactions, c'est surtout sur la réorientation. Par exemple, en début d'année, on a eu un étudiant au mois de novembre, donc 2 mois après la rentrée, qui nous a dit, voilà, je ne veux plus faire d'études de médecine, ça ne m'intéresse pas, je me suis trompé sur mon orientation. Les parents un peu désorientés, on comprend bien en tant que parents qu'on veut que nos enfants soient heureux dans ce qu'ils font. Et en fait, il avait une idée de partir peut-être en école de commerce, mais ses parents étaient vraiment très réticents, de dire mais non, mais comment on veut passer de médecine à commerce, c'est pas possible, quoi. Et en fait, on a repris ensemble, donc on a fait un test avec lui, il a fait son test, on a débriefé ensemble, les parents sont même venus, on a débriefé avec les parents, et en fait, alors oui, ça a conforté son idée, mais en plus, on a apporté quelques points supplémentaires. On lui a dit, voilà, école de commerce, oui, mais il avait un politique également très élevé. On lui a dit, voilà, c'est école de commerce, pas pour faire commercial, c'est école de commerce pour aller diriger une équipe de commerciaux ou pour aller vraiment plus loin dans ces études-là. Donc, on l'a poussé un petit peu dans ce domaine-là et puis, il est parti heureux. Les parents sont partis confiants et c'est une grande satisfaction pour nous de pouvoir les guider jusqu'au bout comme ça. Merci beaucoup de ce partage, Johan, qui permet en effet, j'imagine que parmi les dirigeants, managers, coachs, personnes qui sont avec nous aujourd'hui, on est aussi beaucoup parents et c'est un modèle d'application particulièrement puissant. Donc, merci beaucoup de ce témoignage, Johan. Merci, au revoir. Evelyne, je vous propose de poursuivre. Oui, avec plaisir. Merci, Johan, pour cet échange. C'était vraiment très intéressant. Donc oui, on va poursuivre. On avait parlé de 3 clés, donc il faut aborder la 3e clé. Donc voilà, je vous propose de voir cette 3e clé. Vous vous rappelez, on a vu qu'on répondait à la question du comment, on a répondu à la question du pourquoi avec le système de valeurs, et là on répond à la question du quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait faire? Quelles sont nos aptitudes naturelles, notre modèle en fait de pensée, parce que là on va être vraiment sur le schéma de pensée que nous avons quand nous prenons des décisions. Et cela va permettre d'identifier donc ces soft skills. En fait, est-ce que j'ai des habiletés plutôt en organisation? Est-ce que je suis très bon pour résoudre des problèmes théoriques par exemple aussi? Ou au contraire, moi c'est le leadership qui me caractérise. Eh bien, avec cette 3e clé qui s'appelle l'attribut index, Eric, je crois, a fait référence tout à l'heure à ces 78 aptitudes. Eh bien, on va les aborder. Alors, on ne va pas aborder toutes ces aptitudes, on n'a pas le temps, mais on va examiner certains aspects. Déjà, faire une différence. Qu'est-ce qu'une aptitude? Qu'est-ce qu'une compétence? Donc, j'ai repris les propos de Daniel Goleman. Vous savez que Daniel Goleman a beaucoup écrit sur l'intelligence émotionnelle. Il a écrit un best-seller à ce sujet-là. Et il a défini la compétence comme une qualité personnelle ou un ensemble d'habitudes qui génèrent une performance professionnelle. Donc, ce sont des aptitudes intrinsèques que nous avons
que nous manifestons de façon opérationnelle dans le monde professionnel. Et là, elle devient une réelle compétence qui peut être d'ailleurs transposable ensuite pour un autre poste. Le fait d'examiner ces aptitudes va permettre de repérer les potentiels également. Alors, on a parlé beaucoup d'étudiants là avec Joanne. Forcément, les étudiants, et dans l'expérimentation que je fais auprès de mes BTS également, ils sont au démarrage de leur vie professionnelle. Autant notre système de valeurs et notre comportement est bien figé, bien fixé. Alors, je ne vais pas dire figé, parce que ça bouge toujours un petit peu, mais il est quand même bien fixé au démarrage de la vie, donc à la fin de l'adolescence. Autant là, sur les aptitudes, elles vont se développer tout au long de notre parcours professionnel sur ce qu'on va vouloir influer sur soi. Mais par contre, il y a quand même des aptitudes fortes. Et on peut avoir des aptitudes en communication. Je reviens sur mon Thomas Pesquet qui m'a assez marqué. Il avait des aptitudes élevées déjà, même jeune, en communication, peut-être par le sport d'équipe qu'il pratiquait beaucoup lorsqu'il était jeune. Donc, quand on parle de 78 soft skills qu'on peut évaluer, eh bien, c'est ce que propose ce concept Inermetrix avec donc les 78 soft skills. Alors, beaucoup de DRH me disent, mais on n'a pas besoin d'aller autant dans le détail. Pas besoin d'en voir autant. Alors, moi, je pars du principe qui peut le plus, peut le moins. Et toutes, elles sont évaluées donc de 0 à 10. Là, je vous ai affiché un exemple. Pour un manager, donc on est sur un référentiel standard d'un poste de management. Pour un poste de management, on va sélectionner parmi ces 78 soft skills certaines. C'est là donc où certaines seulement seront mesurées par rapport à cet objectif opérationnel. Un manager doit savoir bien gérer les ressources humaines, donc son équipe, donner envie, avoir ce côté leader, savoir diriger, mais savoir accompagner aussi. Il est forcément orienté vers les résultats. Donc la gestion de la performance est capitale. Maintenant, il faut connaître, pour ce manager, quelles sont ses motivations personnelles. Et vous remarquez qu'il y a une valeur qui est un peu plus basse que les autres. C'est là où on fait cette mesure. Cette valeur qui est un peu plus basse, c'est l'autogestion. Un bon manager, c'est un manager qui sait également se manager lui-même. Donc, quand on les mesure comme ça permet de voir sur quel point on va pouvoir aider la personne à se développer. On s'appuie pour cette troisième partie, cette troisième clé, on s'appuie sur une science qui s'appelle l'axiologie. L'axiologie, c'est une science humaine qui est fondée sur des algorithmes, une science mathématique, et qui va donc montrer quelles sont les dimensions de ma pensée et comment donc je priorise, quand je prends une décision, certains aspects de ce mode de pensée. On est sur les travaux de Robert Hartman, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Robert Hartman, justement, s'est beaucoup intéressé au choix qui était fait à ce moment-là, entre autres par les dirigeants. Il s'est interrogé sur comment on peut en arriver à faire de tels choix, qu'est-ce qui pousse au niveau mental à aller dans de tels choix. Donc cette science s'intéresse au fonctionnement au fonctionnement cognitif que nous avons, au fonctionnement de notre cerveau, et le cerveau travaille continuellement, même quand on dort, on le sait bien, sur 3 dimensions. Il engage soit nos émotions, donc là on parle par exemple de donner la priorité aux personnes, on engage nos émotions, auprès des autres c'est l'empathie, tourner vers soi, c'est l'estime de soi. Donc le regard qu'on va porter, on le porte autant pour l'extérieur que sur soi. On a vu que cette connaissance de soi est très importante. En intelligence émotionnelle, la conscience de soi est capitale. Ensuite, le deuxième axe sur lequel le cerveau travaille, c'est le côté pragmatique. C'est quand on donne la priorité aux tâches, aux missions. C'est là où on va voir si on a des aptitudes en organisation, faire les choses de manière très cadrée. Donc, c'est cette pensée pragmatique. Du coup, tourner vers soi, c'est la conscience de ce qu'on fait, de notre rôle, est-ce qu'on est bien conscient du rôle qu'on joue dans la société. Et puis, on a également la vision globale, la vision systémique. C'est ce qu'on appelle, nous, donner la priorité au système. C'est là où on verra si on a des aptitudes pour résoudre des problèmes, par exemple, théoriques.
L'attribut index est intéressant parce qu'à la fois, on a vu un référentiel pour un poste de manager, mais par rapport à notre activité dans notre entreprise, et on a travaillé avec certains responsables d'entreprise sur leur référentiel par rapport à leur métier. C'est comme ça qu'on a travaillé sur ce référentiel. Là, je vous montre un exemple, responsable de magasin d'optique. Donc, à la fois pour ce genre de poste, il faut avoir l'orientation, bien sûr, managériale auprès de l'équipe, donc savoir inspirer les autres, mais il faut également avoir cette orientation client et puis dégager du chiffre, donc tourner vers la performance. Donc, avec le manager, sur la base des 78 soft skills, on a créé ce référentiel qui est mesuré là pour les aptitudes d'une personne de 1 ou de 0 à 10. Quand on est par exemple sur le fait, la catégorie, on va dire, de compétences guider ses collaborateurs, où la personne est bien évaluée à 7,3 là, eh bien, on se rend compte qu'on est sur une moyenne. On a mis en avant le point de vue empathique, cette notion de transmettre la valeur du rôle. On a parlé beaucoup de la flexibilité tout à l'heure. Vous voyez qu'elle est mesurée, elle est haute pour cette personne. Ce qui fait baisser un peu la moyenne. Vous voyez, on est sur des aptitudes en intelligence émotionnelle, on est sur la maîtrise de soi, par exemple, qui est beaucoup plus basse. Donc là, par une formation, par du coaching, on peut développer ces aptitudes. Ce que je vous disais tout à l'heure, les étudiants qui démarrent dans leur vie professionnelle auront certaines qui seront peut-être élevées, leurs aptitudes naturelles, intrinsèques, et puis d'autres qui vont se développer tout au long de leur parcours professionnel. D'où l'intérêt du coaching et de la formation. Alors, ces aptitudes visibles que nous voyons là, qui sont mesurées, on a donc créé ce partenariat avec Skillsboard et on va donc après laisser la parole dans un petit moment à Christian, parce que cette plateforme qui est dédiée à la gestion collaborative des compétences, eh bien, on va pouvoir mettre cet outil de mesure et faire apparaître donc ces évaluations. Inermetrix intervenant là comme en fait l'outil système qui évalue les aptitudes. Donc là, écoutez, puisqu'on parle de développement d'aptitudes et de compétences, c'est avec plaisir que je laisserai la parole à Eric Plantade, qui est un coach, mais sans oublier de vous citer, juste en amont, j'aime beaucoup cette citation de Gandhi, qui a dit que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour de la Terre, mais c'est celui qui aura fait une seule fois le tour de lui-même. Je vous laisse la parole et j'arrête mon partage d'écran. Merci beaucoup, Evelyne. Effectivement, c'est toujours appréciable ces citations qui viennent ponctuer, souligner vos présentations, de même que les illustrations que nous faisons avec les témoignages. Donc maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Eric Plantade. Comme vous l'avez indiqué, Evelyne, Eric qui est dirigeant d'entreprise dans le secteur de l'optique, tiens justement, et en parallèle depuis 7 ans. Eric, vous êtes coach de particuliers et de professionnels, vous épaulez les dirigeants et leurs équipes et vous y consacrez aujourd'hui 50% de votre temps et êtes depuis quelques mois déjà certifié Inermetrix. Alors, je redonne ce nom parce que j'ai vu dans le chat en effet que l'on me demandait mais quel est le nom? C'est donc Inermetrix. D'ailleurs, vous avez été formé par Evelyne Monnier. Alors, pourquoi avoir choisi justement Inermetrix, Eric ? Eh bien, Inermetrix, c'est tout simple, c'est vraiment la concentration de 3 écoles de rang mondial. On a les travaux de Jung, les travaux de Marston sur nos tendances comportementales et le disque. Et j'avais dans ma pratique besoin de comprendre encore un peu plus profondément comment fonctionnait l'humain pour, à un moment donné, leur apporter des clés. C'est également comment savoir pourquoi je fais ça, aller travailler sur ces valeurs. Les valeurs et les travaux de Spengler qu'apporte Inermetrix sont formidables, en tous les cas dans ma posture de coach pour le coacher. Et puis vient en fait le modèle de prise de décision. Comment je fais pour prendre mes décisions et les travaux de Robert Hartman sont un précieux outil que je peux également livrer à mes coachés. La concentration de tout ça par Jane Bilic, qui en a fait un superbe cocktail Figital, puisqu'aujourd'hui on peut en moins de 30 minutes quasiment avoir l'intégralité de son propre rapport de préférence. Et c'est pour ça que j'ai choisi Inermetrix.
Alors, Eric, il y a plusieurs applications possibles avec cet outil. Vous l'utilisez d'ailleurs dans plusieurs cas de figure. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel cadre vous l'utilisez et notamment ces rapports de préférence? De quoi s'agit-il? Oui, tout à fait. Effectivement, je l'utilise en coaching individuel lorsque je suis avec un ou une coachée. Je garde ma posture de coach, c'est-à-dire que je vais travailler avec mon questionnement naïf sur les 2-3 premières séances, commencer à comprendre un petit peu les schémas que met en place en mode automatique mon coaché pour à la fois réussir ses projets, planifier ses objectifs, mais de temps en temps rencontrer un petit point de blocage. Ça me permet de travailler avec lui en bonne conscience de coach. À un moment donné, je vais proposer l'outil, proposer de faire ce test, ce rapport de préférence qui va considérablement l'aiguiller sur son propre mode de fonctionnement. À partir de là, il y a un fil conducteur, comme un peu un regard croisé sur nos premières séances qui vient apporter une valeur ajoutée au coaché et qui lui permet de redéfinir des objectifs, sans quoi je peux travailler également de manière classique. Et puis, il y a aussi sur des coachings d'équipe, où c'est souvent en entreprise, il y a certaines problématiques, certains échanges qu'il faut mettre en place autour de la table. Souvent, ça doit aller vite parce que le temps presse. Et là, l'outil est vraiment précieux parce que c'est là d'entrée de jeu, en amont, chacun prépare son petit test, fait son petit test de manière détendue. Et moi, je recueille tous les rapports, ce qui me donne tout de suite une vision un petit peu des choses. Et lorsque j'interviens en équipe, ça permet d'avoir un fil conducteur d'échange, de communication. Ça me permet également, moi, d'observer un petit peu tous les jeux qui se jouent en interaction et d'aller travailler droit au but. C'est relativement intéressant. Et en même temps, les personnes autour d'elle se comprennent de mieux en mieux, arrivent à analyser pourquoi ça fait ça, alors que là, je comprends maintenant beaucoup mieux lorsque le rapport de préférence est mis en évidence et ça devient vraiment très constructif et ça redonne de champs de possibilités à ces équipes d'évoluer. Dernier point sur le coaching individuel, plutôt des personnes qui sont parfois autour d'un rond-point, comme je dis souvent, qui arrivent au rond-point puis ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas trop où j'en suis. C'est quelque chose de très intéressant aussi de coacher la personne sur sa problématique également et en même temps de lui proposer de faire ce test. C'est une réelle valeur ajoutée sur sa redéfinition. Lorsqu'on croise ces valeurs, lorsqu'il y a plusieurs valeurs qui viennent se conjuguer, comme disait Johan tout à l'heure, il y a une vraie vocation qui se révèle. Effectivement, on parle souvent de professionnel, mais il y a aussi du privé. Les deux viennent en équilibre et les schémas de pensée à ce moment-là redeviennent très intéressants. Et d'une manière, on avance progressivement sur ça. C'est là où l'outil m'aide, c'est là où l'outil vient donner des éléments factuels et relativement précis. Très souvent, on me dit, mais finalement, je me connais bien. Je me connais tellement bien que c'est vrai que ça, je l'avais encore laissé sous le tapis. Et il faut peut-être que j'y retourne. Eh bien, ça devient vraiment intéressant, là, de travailler avec son coaché sur sa problématique du moment. Alors, merci Eric pour ce partage. Alors, j'ai toujours le plaisir, bien sûr, moi, d'avoir des échanges en privé avant avec les intervenants, toujours très, très riches. Et pour conclure, Eric, je vais me permettre, je sais que vous m'avez confié que vous avez vous-même bénéficié de ce profiling Inermetrix il y a 3 ans. Vous l'avez refait d'ailleurs récemment. Par humilité, vous n'en avez pas parlé, mais j'aimerais bien quand même, si vous êtes d'accord, que vous partagiez un petit peu l'expérience que vous en avez fait et ce constat, justement, que vous faites 3 ans plus tard. C'est vrai que j'ai eu la chance de croiser Jean-Luc et Evelyne Monnier il y a 3 ans lors d'un salon, puisqu'on touche à l'optique, c'est mon deuxième métier. Et effectivement, par curiosité, j'ai fait ce test. Et au moment, je l'ai pris comme je l'ai pris et je l'ai analysé. J'ai eu un bon débriefing et c'était super intéressant. Lors de ma formation, j'ai refait ce test-là. Et wow, les effets de levier, j'ai pu effectivement les quantifier. Au fond de moi, je ressentais la posture bien mieux, j'étais plus à l'aise de manière générale.
dans l'écoute, la participation, le questionnement. Mais là, ça m'a permis d'avoir des données factuelles. Je me suis dit, waouh, c'est super. Donc, en fait, quand je suis avec mes collaborateurs, développer les autres, ça sort en top one. C'est vraiment intéressant. C'est ce que je fais. Lorsque je fais avec mes coachés, c'est la même chose et c'est vraiment stimulant. Ça m'a également permis de remettre un peu l'accent sur la programmation de mes objectifs qui n'est pas toujours très carré. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à mon superviseur coach, ce sur quoi je travaille maintenant. En tous les cas, cet outil est vraiment un appui factuel. Ça met des points sur les i. Souvent, les coachés me disent « Waouh, là, moi, je sais où j'en suis ». Selon la bonne expression, les points sur les i, les barres au t. Merci beaucoup, Éric Plantade, pour votre témoignage. Alors, j'en profite avant de redonner la parole à Evelyne pour vraiment vous demander un petit point de vigilance par rapport aux questions que vous posez, puisque les questions commencent à arriver et nous vous en remercions. Nous allons avoir un temps effectivement dédié à cela. Par défaut, lorsque vous posez les questions, probablement que vous vous adressez à la régie. Voilà, donc si vous voulez que je sois le porte-parole de ces questions, je vous invite de préférer. Alors, on me les transmet, hein, je vous rassure quand même en parallèle, mais il serait plus facile pour moi de les recevoir et auquel cas, dans le A qui est le destinataire de vos messages, mettez bien Virginie Perrault, animatrice. Ça me permettra d'avoir plus de facilité et de visibilité sur vos questions. Merci encore, Éric. Evelyne, nous allons bientôt arriver à la fin et on va conclure votre partie avant de recevoir Christian Kozek. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. C'était vraiment intéressant de vous écouter tous les deux. Un vrai plaisir partagé. Donc, oui, on arrive sur la fin. Juste faire un petit résumé synthétique. Donc, j'ai repris mes citations. Effectivement, ces citations ont donné un petit peu un rythme et montré tout l'intérêt de l'humain dans les organisations. On a vu de cette manière-là que les soft skills sont vraiment un incontournable et qu'on ne peut pas les laisser de côté. Ils sont pris en compte. On commence à l'enseigner maintenant dans les programmes de RH. C'est bien. On arrive un peu tardivement, mais on y arrive. Donc, c'est plutôt bien. On vous a parlé de ces 3 clés parce qu'une seule clé d'entrée pourrait avoir tendance à mettre la personne dans des cases. Mais d'avoir ce regard, on va dire, de triangulation en quelque sorte, va vraiment permettre de révéler le talent à l'instant T qui il est avec son système de valeurs qui va apporter des nuances, qui va apporter vraiment une complémentarité à mon comportement et puis mes aptitudes naturelles qui sont mesurées et que je vais chercher à développer dans le cadre de mon parcours professionnel. C'est intéressant, on a parlé au début, je vous ai parlé de l'entretien annuel ou de l'entretien professionnel. Eh bien, lorsqu'on évalue l'attribut index à l'année N-1 et que l'année N+1, eh bien, on se rend compte qu'elles ont évolué, qu'on a fait un réel travail, par exemple, je ne sais pas, sur la conscience de soi ou sur une autre problématique, manifester de l'empathie ou faire preuve de plus de créativité, etc. Eh bien, ça permet de suivre réellement la motivation de la personne à progresser. Donc, vraiment ravi d'avoir échangé sur ces aspects-là. On va peut-être maintenant laisser la parole à Christian qui va compléter ce regard sur ces sujets de soft skills.